Réveille ton bise. Tin, tin, tin. Réveille ton bise. Bienvenue sur Réveille ton bise, le podcast qui t'aide à y voir plus clair quand tu ne sais plus trop où tu vas et que tu as envisagé au moins une fois de fermer ta boîte à 2h32 du mat après une énième insomnie. Moi, c'est Justine Arma, je suis entrepreneur depuis 2018. Mon job, t'aider à traverser les creux, retrouver de la clarté et redonner du sens à ton activité avec plus de kiff et évidemment moins de pression. Parce que oui, persévérer, ça peut aussi rimer avec envie de bosser moins. Alors si aujourd'hui t'as autant d'entrain que le mec de ta meilleure amie traîner à un karaoké un soir de pluie, alors t'es au bon endroit. Prends un café, un carnet et bonne écoute. J'ai un parallèle du coup quand même à faire avec l'entrepreneuriat, notamment pour les indépendantes, c'est que ce que tu viens d'aborder peut tout à fait être faisable, réaliste et même concret dans la vraie vie d'indépendante, où on peut avoir un gros client qui prend de plus en plus de place, il demande de plus en plus de choses, tu as de moins en moins de temps pour travailler sur ton propre capital, ton propre business, avoir d'autres clients, et tu te retrouves un peu enfermé dans un système qui fait que en fait tu te fais surexploiter par une seule personne, où tu espères que ce client-là va rester pour toute la vie jusqu'à ce que tu peux mettre un peu plus d'argent de côté. Visiblement, ensuite, tu as ce truc de plus j'ai de volume, moins je peux facturer, parce qu'il est garant de t'apporter un travail stable et donc du coup un certain prévisionnel sur ton business. Et donc se crée aussi dans l'entrepreneuriat pour les indépendantes le même rapport de force qui peut se passer dans la vie personnelle et en vie de couple, où tu peux avoir un client qui devient le client principal et qui devient maître contrôlant de ton propre business parce que lui a une meilleure entreprise, lui connaît mieux, et au fur et à mesure, tu as aussi ce truc de je dévalorise mon travail de moins en moins de valeur, je vais pas chercher d'autres clients parce que celui-ci me rassure, etc., etc. Ça me sécurise ou je sais pas quoi. Alors qu'en fait, le seul truc que tu espères, c'est qu'il reste avec toi autant de temps que possible, parce que s'il s'en va, c'est la cata. C'est la pire situation. C'est vraiment la pire situation parce que là, vous avez l'exploitation capitaliste dans son intégralité. Et je pense que c'est quelque chose, j'insiste, mais qu'il faut bien comprendre, c'est que le capitalisme, ça veut pas dire grand-chose. Vous avez compris, on parle du capitalisme impérialisme, fordiste, on fait ça. Le capital, pour être plus précis, il aime plein de choses. La première, c'est... Je vais pas commencer par celui. La première, c'est le concept d'armée de réserve. Alors, le concept d'armée de réserve d'Engels, vous irez fouiller si vous voulez. Pour la faire très simple, c'est la catégorie de la population, la part de la population qui est pas employée. Les chômeurs, par exemple. Les femmes l'ont été très longtemps, du coup, de fait. Il n'y a pas que eux, mais on va faire ça, d'accord ? L'armée de réserve, ça porte bien son nom. Le capital peut mobiliser l'armée quand on a besoin de main-d'œuvre, et quand on n'a plus besoin, on s'en débarrasse. Le deuxième effet qui se coule de l'armée de réserve, c'est qu'il sert à mater toute la population. Puisqu'il permet de dire à la population, si tu fais pas le taf, tu vas finir avec eux. D'accord ? Ce qui peut se passer pour l'indépendante fictive dont tu nous parles. Tu vois ? Parce que ce qu'il y a dessous, c'est ma cocotte. Si tu l'envoies bouler et qu'il rompt le contrat, tu passes dans l'armée de réserve. Et toi, t'es même pire parce que t'as pas cotisé au chômage. Hein. Donc, t'es l'armée de réserve de l'armée de réserve. Donc, l'armée de réserve, ça permet à tout le monde de rester dans les rangs parce que tu as toujours une partie de la population pire. C'est pour ça que le chômage, il est structurel. Hein. Le politique capitaliste de droite ou capitaliste de gauche, hein, peu importe, pro-capitaliste qui vous explique qu'on va se débarrasser du chômage, ça marche pas. Le chômage, c'est indispensable au mode de production capitaliste. Hein, donc, c'est structurel. Bref. Donc, par exemple, quand les femmes sont rentrées dans la production, puisque les femmes travaillaient à l'usine avant d'être renvoyées à la maison, puis de revenir dans le monde du travail, comme on dit, c'est-à-dire au droit d'être payé, hein, pas au droit de travailler, parce qu'on l'a bien compris. Les femmes, elles travaillent beaucoup, gratos. Eh bien, évidemment, là, ça permet de contrebalancer des effets de baisse tendancielle du taux de profit. Je vous épargne le concept, sauf si tu me le fais détailler tout à l'heure, mais sinon, je vous l'épargne, comme ça, je vous assomme pas de concept. Mais si vous avez l'habitude de m'écouter en stream, vous avez l'habitude de ce concept-là maintenant. Donc, évidemment, quand tu doubles la population prolétarienne, par exemple, en l'ouvrant aux femmes, évidemment, ça permettait de remonter le taux de profit. Bon, bref. Donc, ce concept de l'armée de réserve, il est très important. Un deuxième truc que le capital adore, et là, vous allez très vite voir de quoi on se parle, c'est l'atomisation des travailleurs et des travailleuses. Flexibilisation du marché, comme ils disent. Bon, le marché, c'est pas le capitalisme, hein, c'est le libéralisme, mais il s'avère que depuis quelque temps, ils vont de pair.
Mais le libéralisme est bien antérieur, hein, quand vous avez un débile qui vous dit: «Mais le capitalisme a toujours existé, hein, on s'échange de l'argent depuis longtemps». Alors c'est pas le capitalisme ça, hein, c'est le marché, c'est le libéralisme, c'est votre problème. Bref, parenthèse. Donc l'atomisation des travailleurs, mais là comprenez bien, mais le capital adore. Vous êtes en train de leur expliquer que ce que vous voulez, c'est que le monde entier soit des travailleurs indépendants? Mais attends, mais le capital se dit: «Mais attends, mais c'est exceptionnel ce que tu es en train de m'expliquer. Tu es en train de me dire qu'on a des travailleurs partout, qui n'ont pas de sécurité, pas beaucoup, qui ont besoin C'est de vrai. travailler et qui sont flexibles dans leurs horaires, disponibilité, machin, donc ils sont mobilisables, je dirais, exploitables, matin, midi et soir, semaine, week-end, jours fériés, vacances, tout ce que tu veux, quand ils veulent, Pas tu protégé les par payes. n'importe quel syndicat. Tu les payes ce que tu veux parce que c'est la liberté du contrat. Et bien entendu, tu viens de le dire, le plus important, ils sont atomisés sans collectif. Pas de maison du travail, pas de syndicat. Alors, venez pas aussi me dire les commentaires, mais il y a des syndicats. Oui, oui, il y a 2 syndicats d'indépendants qui sont des libéraux centristes, donc croyez-moi, ils vont pas vous, ils vont se bagarrer pour la TVA, machin. Bon, c'est très bien, hein, c'est mieux que rien, attention, hein, mais bon, pas faire des miracles. Et puis quoi qu'il en soit, la majorité des auto-entrepreneurs ne sont pas syndiqués, et au bien même, vous le savez, surtout pour celles et ceux qui nous écoutent, qui sont dans la situation que Justine a décrite juste avant, qu'elle a décrite, pardon, qui est la situation la pire, c'est que quand vous êtes seul dans un rapport de force, ce que le libéralisme vous met dans la tête tout le temps, c'est-à-dire, ah non, mais c'est un individu à un autre. Le contrat de travail, c'est un individu à un autre. Alors là, si vous êtes fait gaslight par ça, c'est le pire. Évidemment que non. Évidemment que tu n'es pas à égalité quand tu viens signer un contrat de travail et que tu as le patron en face. C'est pas la question de est-ce que le patron il est gentil ou pas. C'est que lui, il n'est pas dans cette situation. Pas dans cette situation. Ça ne veut pas dire que sa situation ne pose aucun problème. Mais il n'est pas dans la situation que lui, à la fin de la journée, s'il n'a pas signé le contrat, les gamins, ils bouffent pas. Bon, il peut être dans une autre merde pour autant. Et donc, alors là, les indépendants, c'est pire. Effectivement, la situation du client unique, dramatique. Alors, tu vas peut-être avoir des gens qui vont te dire à juste titre que c'est illégal, ce qui est vrai, ce qui n'empêche pas que ça arrive ou qu'on flirte à la limite du pourcentage qui est légalement autorisé. Et là, évidemment, c'est la catastrophe parce que bien sûr, vous êtes dans un rapport de force où vous n'avez aucun rapport de force. Donc en fait, tu fermes ta gueule, petit 1. Et si en plus, pour rejoindre notre sujet principal, tu es une femme et que le client en question en face est un homme, eh bien en plus, tu auras bien sûr l'exploitation patriarcale. Alors là, c'est pas tant le travail domestique parce que ton client, c'est pas lui qui va te dire si tu fais à manger ce soir ou pas. Par contre, il va faire de l'exploitation patriarcale autrement. Il va te couper la parole, il va pas te laisser en placer une, il va t'écraser, il va te prendre de haut, il va te mansplainer, il va être dans une posture paternaliste, harceler, voire être violent, etc., etc. Et qu'est-ce que tu vas faire, toi, petite nana toute seule? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu n'as pas de collectif, tu n'as pas de syndicat, il n'y a pas de camarades pour te défendre. Tu as besoin de cet argent. De surcroît, et on l'a dit tout à l'heure, si en plus tu as des enfants, ou si tu as, bon, on a parlé des enfants plein de fois, mais il y a plein d'autres situations, si tu as peut-être des parents malades, si tu as peut-être un conjoint ou une conjointe dans une situation aussi, je sais pas moi, de dépression, qui peut pas travailler en ce moment. Enfin bon, bref, on pourrait citer plein de situations dans lesquelles bah, tu es en défaveur du rapport de force. Et il me semble qu'on ne peut pas être convaincu par un projet politique qui fait porter la responsabilité du rapport de force aux individus. Le rapport de force, il doit être collectif. Dans ce genre de situation, il n'y a que les syndicats qui peuvent avoir une force collective suffisante pour défendre les intérêts des travailleurs et des travailleuses. Il est évident que chacun défendra ses intérêts, c'est évident. Moi, je suis une femme blanche, il est évident, mais évident que je fais preuve de racisme. C'est sûr et certain. Alors évidemment, je suis pas raciste au sens de l'énorme droitarde qui dit des dingueries racistes. D'accord. Pour autant, il est évident que je suis une personne blanche, sociabilisée comme une personne blanche, qui n'est jamais ramenée à ma race, qui ne me pose jamais la question de ma couleur de peau. Je ne me suis jamais demandé est-ce qu'on va me discriminer, est-ce que je vais avoir l'emploi, et que sais-je. Donc il est évident que des fois je me comporte comme une personne raciste parce que je le vois pas. C'est sûr et certain. Et évidemment que là, nous avons des camarades, bien sûr, des luttes antiracistes, des coloniales, pour nous ramener à l'ordre et dire les blancs, faut vous taire un peu, vous fatiguez. Ils ont raison. C'est la même chose dans la question patriarcale. Vous avez des mecs, ce sont des ordures finies. Il n'y a pas de sujet. Masculiniste, toute la clique là, il n'y a pas de sujet. C'est comme les races-larves d'extrême droite. Il n'y a pas de sujet. Et vous avez un paquet de mecs au milieu qui peuvent. J'enlève les tocards. Alors, ce que j'appelle les tocards, c'est celui qui, je sais pas, j'ai oublié, je sais pas, je me rends pas compte. Il fait pas beaucoup d'efforts, d'accord? Et les profèmes. Tu les connais, ceux-là, les pro-féministes, là? Ça, c'est les pires pour moi. Je les supporte pas. Ah non, mais tu sais, mais moi, j'adore les femmes. Ah non, mais j'adore les femmes. Genre, non, mais vous, les femmes, vous avez un truc quand même, vous avez une naissance de guerrière. Ah, ta gueule. Je peux pas me les voir.
Je veux dire, le mec qui est peut-être de très bonne volonté, tout ce que tu veux, allié féministe, je sais pas quoi, bah, il aura des comportements misogynes et patriarcaux parce que c'est un dominant du système. Alors déjà que nous, en tant que nana, on en a, mais eux, il est évident qu'ils vont se comporter comme ça. C'est-à-dire, il est évident que si on ne pense pas des conditions matérielles qui les empêchent de se comporter comme ça, ils vont se comporter comme ça. Soit parce que ce sont les pires des cons, soit parce que même s'il est gentil, être gentil, c'est pas un métier. Et être gentil, c'est pas une position politique non plus, me semble-t-il. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, la question de la morale qui est gentil, qui est méchant, ça m'intéresse pas beaucoup. Donc, dans la question, par exemple, du travail domestique, il y a plein de propositions qui sont faites. Une des propositions que je soutiens et pour lesquelles je milite, c'est d'élargir la sécurité sociale à la question du travail domestique. Parce qu'on peut pas faire reposer sur les femmes hétéros la responsabilité de trouver le pélo qui s'avère être pas trop con, et qui, du coup, va partager les tâches, je sais pas quoi. Mais en fait, ce couple-là, ils sont très gentils tous les deux. Et ils sont super bien formés. Et ils ont conscience du patriarcat. Et ils discutent, et ils divisent tout, et machin. Et lui, il est de la meilleure volonté possible. Et je reprends l'exemple que je donnais tout à l'heure. Ils vont avoir un enfant, et puis deux. Et puis en fait, on va choisir son salaire à lui. Et en fait, il va plus en foutre une à la maison. Mais pas parce que c'est un gros con. Parce qu'en fait, lui, il est tout le temps au travail. Et que quand il rentre, il est épuisé. Et qu'encore, si c'est un grand cadre, c'est une chose. Et si c'est un mec du BTP, si c'est un chauffeur routier, il rentre le soir, il a le dos pété, il est en mauvaise santé, il est en dépression, il picole parce qu'il supporte plus son boulot. Et là, encore une fois, on va dépolitiser, on va dire, ah ouais, mais après aussi, c'est super important que tu les choisisses bien, quoi. Faut bien le choisir. Et à lui, on va venir lui faire apporter le truc de, tu te rends compte, ta femme, elle a demandé le divorce, mais en même temps, c'est ta faute, tu t'en occupes pas. Oui, mais vous mettez les gens dans des, vous, Bien sûr. le système politique, là, vous mettez les gens dans des situations, et après, ça retombe uniquement sur les individus, quoi. Et il Complètement. y a des gros cons, hein, ne me faites pas dire ce que je vais pas dire. Pour refaire le lien avec l'entrepreneuriat et c'était ce que je t'avais raconté, il y a plusieurs mois de ça où j'avais, justement une super mission que j'adorais. Il était le moment de renégocier mon contrat et la personne avec qui je travaillais a fait appel à son mec parce qu'elle voyait que la négo avec moi était, pas si flexible que ça visiblement et en gros, il y a eu une réunion à une réunion à 3. Son mec était présent. Je ne savais ni en noir ni en blanc qui c'était, pas de place dans la boîte, tout ça et en fait, pendant 45 minutes, je me suis fait cuisiner. On me disait que grâce à eux, je pouvais continuer, mes études, et donc étudier confortablement, pour passer mon diplôme de coach certifié, que, je n'avais pas de problème à m'occuper du coup, je n'avais pas les contraintes de la vente du marketing, que c'était eux qui prenaient les risques en injectant de l'argent dans les ads, remplissant les cohortes, je sais pas quoi. J'étais là genre mais genre, c'est ton choix de business, en fait. Pourquoi ça vient déborder sur ma vie, moi, de celle qui délivre et qui forme les personnes à l'intérieur? Pendant 45 minutes, je me suis faite, mais vraiment cuisiner et je me dis, mais heureusement que moi, j'avais le choix. J'avais le choix parce que j'avais de la trésorerie à ce moment-là, parce que Ouais. j'ai très confiance en mes ressources, parce que j'avais déjà des contrats à côté qui commençaient un peu à tomber. Donc, je pouvais très bien dire non, c'est pas OK pour moi, même si évidemment, je l'ai ressenti ce truc de qui suis-je pour dire non? Et en plus, si jamais j'ai pas les autres contrats tout de suite, finalement, bec dans l'eau. Mais je m'étais créé ce choix-là et c'est pas donné à tout le monde parce que moi, à ce moment-là, bah, je suis en couple, j'ai déjà acheté ma baraque, j'ai pas de mioche à gérer, j'ai de la trésor, j'ai de l'argent perso de côté. C'était OK pour moi de dire non à ce moment-là et ça, on peut pas toutes, le faire et donc si vous avez des discours en négo de contrat, en début de contrat, peu importe, de plus il y a du volume, moins on gagne d'argent, no go. Il faut qu'il y ait vraiment quelque chose qui se passe pour vous, parce qu'en fait, plus il y a du volume, ça vous rend pas service à vous, ça rend service à la personne qui vous donne autant de volume puisque du coup, plus il y a de volume, moins vous gagnez et plus vous travaillez, moins vous gagnez. Genre juste, il y a pas de sécurité du tout parce que du coup, vous donnez tout votre temps à quelqu'un qui, lui, va prendre votre temps pour faire du profit, donc c'est encore moins de sécurité pour vous. Vous sortez de votre boîte, vous n'investissez pas votre temps dans ce qui est essentiel pour votre propre, entre guillemets, «survie», votre, activité pour créer votre capital et pas juste être dans, la reproduction chez vous, mais aussi, dans la production chez les autres, en fait et juste, vendre votre temps tout le temps et un truc de, ouais, c'est vraiment ce rapport de force-là et donc moi-même, je suis tombée dedans il y a quelques mois, mais c'est parce que je suis formée et informée auprès de notre cher, invité du jour, que j'étais là vraiment genre OK, bien ancrée, enfin les pieds bien ancrés dans la terre et à quelle heure on me propose ça? C'est pas possible. J'ai trouvé que le discours était lunaire, j'avais fait un vocal, j'étais complètement surex et j'avais envoyé une réponse, j'étais trop refaite. Évidemment que mon contrat s'est terminé. Évidemment que la personne ne comprenait pas pourquoi j'avais dit non, parce que pourquoi est-ce qu'on dirait non à un contrat pareil qui nous assure plusieurs mois de travail? Mais elle est très parlante cette situation parce qu'en fait, enfin, il y a 2 choses que ça m'évoque. La première, c'est, la personne, elle comprend pas qu'on lui dise non, mais c'est normal.
Vraiment, quand on est du côté dominant de l'affaire, je vous prends cet exemple. Il y a quelque temps, je discute avec une copine qui est une copine féministe, féministe misandre, etc. Donc, je veux dire, elle est bien formée, elle voit très bien la domination patriarcale. Avec un discours que épistémologiquement je ne défends pas, mais que des fois je peux tenir entre copines, t'es énervé, ça défoule un peu. Les mecs, hein, les mecs ils nous font chier, les mecs ceci, les mecs cela. Voilà. Sur avec quoi je suis en désaccord épistémologique parce que c'est un fond essentialiste qui dirait que les hommes par essence sont ceci ou sont cela, et moi je suis très 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 anti-essentialiste. Mais on est là entre copines, on plaisante. Bon, et il s'avère que cette copine, elle est digital nomade, comme on dit. Comme beaucoup de ces entrepreneurs, ils sont souvent immigrés. On dit pas immigrés quand ils sont blancs, on dit pas ça, on dit expatriés. Dans les pays du Sud global. Bon. Et dans les pays du Sud global, et quand tu es français, en l'occurrence, en tout cas quand tu vis dans les pays du Sud global avec un passeport du Nord, en l'occurrence français, eh bien, la vie est pas chère. Et donc, elle me dit, ben en fait, je me rends compte de ça. C'est qu'en fait, je me comporte comme une énorme colon. Parce qu'en fait, quand il est minuit, il pleut, j'ai la flemme, et qu'en fait, un taxi, ça me coûte à peine 2 €, ben en fait, je le prends. Et en fait, je bénéficie de l'exploitation de la population locale. Et là, on voit bien que cette copine-là, pourtant, elle le sait phénoménologiquement, ce que c'est que d'être dominée, puisqu'elle sait ce que c'est que d'être une femme blanche en France, dans un... Je dis blanche, c'est pas une source d'exploitation, attention, c'était pour la repositionner socialement. Mais que du coup, elle vit l'exploitation en tant que femme, notamment quand elle est en métropole. Mais là, du coup, elle est dans d'autres conditions matérielles à la place de dominante. Et quand tu es à une place de dominante, c'est ça que je veux expliquer depuis le début. C'est que moi, je vous ai donné mon épistémologie au début, le matérialisme dialectique. Et le premier truc qui me tient à cœur, c'est que cette épistémologie, elle est avant tout anti-essentialiste. Je suis pas essentialiste. Je ne crois pas au fait que les hommes sont quoi que ce soit. Mais les hommes sont violents? Non. Alors, les hommes sont sociabilisés à l'être, clairement. Le sujet collectif homme est un sujet collectif violent, sans aucun problème là-dessus. 1000% d'accord. Mais c'est pas le fait de posséder un chromosome Y ou un pénis ou je sais pas quel critère transphobe définit un homme, virilité, je sais pas quoi, qui fait que tu es violent. Comme je ne crois pas du coup, par réciprocité et en premier lieu, que les femmes sont douées pour élever des gamins ou que les femmes ont l'instinct maternel, tout truc essentiel. Non, non, les femmes sont des connasses comme tout le monde. Il y a pas de problème. Et comme peuvent être des personnes formidables, comme tout le monde. C'est pas une essence. Bon, donc mon affaire, c'était pour dire que comme c'est pas une affaire d'essence, n'importe qui, dans des conditions matérielles, qui a beaucoup de pouvoir. En vrai, il y a plein d'études sociologiques qui l'ont déjà prouvé, notamment de psychologie sociale. On va pas les énumérer, mais vous les retrouverez. On peut parler de celle de Milgram, on peut parler de l'expérience de Stanford, enfin bon. Qui nous ont bien montré que quand on est dans une situation de pouvoir, on se comporte souvent comme un gros con ou comme une grosse conne, pour être très, très poli. Donc, que la personne en position de domination, elle comprenne pas le nom et qu'elle l'accepte pas, ça, j'ai envie de dire, c'est un peu normal, c'est son problème. Là, après, comme tu l'as très bien dit, c'est le fait que toi, tu pouvais dire non. Et encore une fois, c'est là que les concepts, vous voyez, de choix de responsabilité, en fait, ça dit jamais grand-chose parce qu'on va dire, ouais, Justine, elle a fait le bon choix. Oui, parce qu'elle pouvait le faire, encore une fois. Et peut-être que même, il y avait peut-être encore un meilleur choix à faire et qu'en fait, il t'a même pas traversé l'esprit parce qu'en fait, il n'existe pas dans tes conditions matérielles et que donc, du coup, peut-être que demain, quelqu'un va te dire, en même temps, t'as fait un choix à la con, fallait pas faire ça. Et tu vas dire, ouais, enfin, t'es bien mignonne, mais en fait, à l'époque, je l'ai pas vu et je le savais pas parce que j'avais pas les connaissances ou j'avais pas les moyens ou j'en sais rien. Bon. Et d'un truc que je voulais dire, moi, j'adore la réaction des deux, du couple, là, d'entrepreneurs, comme on dit, propriétaires des moyens de production, pour le dire autrement. Il y a quelque temps, on m'envoie un post. Oh, putain. Le mot qui c'est, apparemment il est connu dans le milieu, mais moi comme d'habitude je suis toujours à l'ouest, je sais pas qui c'est. Mais bon, on s'en fout de toute façon. Il raconte que il a embauché une freelance pour je sais plus quoi, la com ou j'en sais rien. Enfin, bon, ça s'est mal passé et la nana elle a fini par lui dire et lui il vient nous faire ouin ouin pour nous expliquer que tu comprends, c'est catastrophique parce que moi je suis entrepreneur, je prends tous les risques, enfin bon, bref. Le discours libéral, quoi. C'est vrai que les prolétaires, ils prennent pas de risques. C'est vrai que c'est pas eux qui crèvent à 65 ans le dos pété, mais c'est pas eux qui meurent au travail. Ça, c'est la meilleure réponse que vous avez à leur faire, quand ils vous disent ça. Ouais, tu prends des risques. Par contre, c'est rigolo, c'est pas ta classe sociale qui meurt au travail. La France, championne d'Europe par des morts au travail, 3 par jour. Trafic. Et donc, ouin ouin,
Tu militante féministe bien formée, tu te dis: «Je te connais pas frérot, mais à mon avis, pour qu'une nana lance ou probablement dans une situation plus ou moins de précarité pour tout ce qu'on a évoqué avant, se permette de dire: "J'arrête la mission en plein lancement", alors qu'elle est probablement sociabilisée, à être gentille, à pas laisser tomber, bah, tu connais, c'est que vraiment tu dois être insupportable. Mais bon, je ne sais pas, peut-être que je me trompe, peut-être je suis mauvaise langue et un petit peu plus loin, dans le post, je vois qu'il dit: «Et en plus, elle se plaint alors que je lui payais ses heures sup». Mais à quel moment tu veux une médaille? Genre, tu respectes le code du travail, en fait, et il faut qu'on t'applaudisse, quoi, tu vois? Et là, tu vois vraiment que il il voit pas la contradiction, genre, il est persuadé d'être un bon samaritain et mais je ne comprends pas. Je suis sympa et les gens sont pas d'accord avec moi et en plus, c'est une gonzesse. Depuis quand elles ont un avis? Je comprends pas, tu vois? Tu sens que vraiment, c'est le point d'interrogation dans sa tête. Et là, c'est un peu le même truc, tu vois? Le truc de, qui t'ont dit: «Ah, tu sais, je prends oui, mais nous, on prend les risques, tu pas à t'occuper du marketing». Mais encore heureux frère, enfin, c'est ta boîte, hein, genre, débrouille-toi, quoi. C'était un truc de fou. Et moi, je me souviens, j'ai dit non, mais j'avais quand même une peur intérieure. C'était comme c'est des personnes qui évoluent dans le même écosystème que moi, avec qui j'ai des personnes avec qui je collabore, qui les connaissent. Je me suis dit, je dis non à eux. Qu'est-ce qui va être amplifié, déformé, qui va pouvoir peut-être atteindre ma réputation et me faire passer mes autres contrats sous le Bien nez, sûr. tu vois? Et j'avais un peu ce truc de. Et après, je me dis, mais en fait, c'est pas moi qui devrais avoir honte de dire non, c'est de leur comportement problématique dont il est question, en fait. J'ai juste remis, un rapport de force un petit peu au même niveau en disant: «Mais en fait, vous avez juste pas tout permis dans ma propre vie et j'ai le choix aujourd'hui de pouvoir dire non». Mais eux, c'était point d'interrogation, effectivement, totalement dépassés par la situation. Mais c'est parce que j'ai réussi, ouais, à me dire: «Mais en fait, non, non, c'est eux qui sont problématiques, c'est pas moi». Et si jamais il y a un enjeu de réputation, c'est plutôt eux qui pourraient être un petit peu, entachés plus que moi, finalement. Ce truc-là, tu fais bien de le souligner parce que ça permet de dire 2 choses. La première, c'est que, pour être un peu moins marxiste, un peu plus bourdieusien, chez Bourdieu, le capital, il n'est pas que le capital, au sens, Matériel. marxiste, il n'est même pas que le capital financier. Enfin, chez Bourdieu et d'autres, hein, chez Weber également. Bon, c'est aussi un capital, culturel et c'est aussi un capital social. Et donc nécessairement, dans le rapport de force, il y a pas que, bien entendu, le fait d'être propriétaire ou pas des moyens de production. Il y a bien sûr le fait que si vous avez une personne blanche, si vous êtes racialisé, vous avez aussi un rapport de force en votre défaveur, valide, non valide, etc. Je pourrais en donner plein. Quand vous avez des personnes issues de milieux favorisés, de la bourgeoisie culturelle, ils ont un rapport de force important aussi, parce qu'ils ont plus de vocabulaire, parce qu'ils peuvent écraser par la culture, par toute cette culture dite légitime, hein, chez Bourdieu, etc. Et là, vous voyez, ce que Justine elle évoque, c'est la question du capital social, c'est-à-dire, ils ont aussi un rapport de force parce que peut-être ils ont plus d'abonnés, peut-être ils sont plus connus, peut-être ils ont beaucoup de réseaux, ou ils sont dans un réseau qui est très influent, qui est très important, ou dans lequel je comptais rencontrer quelqu'un pour, je sais pas, une interview podcast. Bien sûr que on n'est pas dominé, bien sûr, que par l'économie. Si c'était que ça serait déjà beaucoup, mais ça serait que ça et malheureusement, c'est pas que ça. Et c'est bien sûr quelque chose que vous allez retrouver, dans toutes les dominations. Je pense que beaucoup de femmes ici, l'ont vécu, que c'est votre réputation qui a été entachée suite à une rupture ou suite par l'exemple un peu classique, c'est-à-dire à une relation, qui a peut-être pas duré très longtemps ou qui était peut-être une relation exclusivement sexuelle et que ça se transforme en je vais essayer de pas dire le gros mot pour pas qu'on ait des problèmes sur YouTube, mais voilà, c'est toi qui es, de petite vertu, on va Toi dire qui es comme ça. légère. Voilà et lui, bien sûr, est un donjon, hein. Heu et voilà et ça, clairement, c'est c'est pour ça que la lecture uniquement individuelle, elle est toujours problématique parce que nécessairement, tout le monde n'aura pas le rapport de force pour se défendre de ça. Toi, tu auras pu t'en défendre parce qu'effectivement, tu vas pouvoir post-rationaliser en disant, en fait, c'est quand même plutôt eux et parce que tu peux peut-être aller chercher de l'appui ailleurs et puis peut-être parce que toi aussi, tu es quand même connu dans le réseau, enfin voilà. Mais effectivement, la nana, dans le post que j'évoquais, que je ne connais ni Nadan ni Dev, hein, mais en lisant ce post, moi, je pensais à elle, tu vois, en me disant: «Toi, pauvre nana, tu es inconnue au bataillon, tu dois être une freelance parmi des milliers d'autres.
Lui, par contre, il a des podcasts où il est venu raconter toute son histoire et venir nous faire du ouin-ouin. Et il est relayé par tous les entrepreneurs du réseau qui participent au truc pour dire ah non, mais putain, mais la meuf, quoi. Genre, elle t'a laissé tomber la veille de ton lancement. Oh, mais t'as fait comment, quoi? Et le gars qui dit, bah, c'est du travailler, quoi. Ah bah, Mon Dieu, c'est quelle beau! horreur! Mais alors qui aurait pu prédire, quoi? Du coup, t'as bossé. C'est fort. Alors je dis pas, je me fous de sa gueule. C'est de bonne guerre. Pourtant, il passe, il se reconnaît, frère, je sais pas qui t'es, hein. Si tu te Big up. reconnais, je ne sais pas qui tu es. Mais bon, tu prendras la balle, hein, parce que c'est un peu mérité quand même. Ce que je veux dire par là, c'est que peut-être que il s'est retrouvé dans la merde et qu'il a vraiment passé 2 semaines de le faire. Je dis pas ça. Je dis pas que les dominants ne vivent jamais rien de contrariant dans la vie. Mais je veux dire, être contrarié dans la vie, c'est la vie, quoi. Voilà. Sauf que la différence notable, c'est que quand ils vivent des contrariétés dans la vie, ils vivent des contrariétés parce que ça arrive à tout le monde. Pas parce qu'ils sont quelque chose. Lui, il n'a pas vécu cette contrariété parce qu'il est un homme ou parce qu'il est blanc ou parce que je ne sais pas que elle a vécu cette situation aussi parce qu'elle est femme. Peut-être, je ne sais pas si on peut lui faire un procès en misogynie, je connais pas le pélo, mais à minima parce qu'elle est dans une situation de travailleuse indépendante, c'est-à-dire du jour au lendemain, s'il passe, il va dire ah, c'est elle qui s'est tirée, c'est pas moi qui m'en suis débarrassée. Oui, dans quelles conditions de travail? Déjà, elle était parce que quand tu me dis ouais, en plus je lui payais ses heures sup, bah encore heureux. Enfin, je sais même pas. Ce qui est évident, s'énonce pas. Pourquoi Non, tu non, c'est l'énonces? clair. Ça devrait même pas être mentionné, quoi, tu vois. Et quoi qu'il en soit, elle a rompu le contrat. Elle s'est peut-être débarrassée du lancement qui était insupportable ou je ne sais quoi. Sauf que du coup, elle a aussi pas rentré le chiffre d'affaires qui était prévu, etc., etc. Vous connaissez sa chanson. Peut-être c'était son seul client, on n'en sait rien. Bref, on va pas refaire tout ce qu'on a loqué pendant 1 heure et demie, quoi. Donc clairement, c'est toutes ces situations-là sont effectivement des situations qui montrent la domination au mieux, les situations d'exploitation au pire. Et quand on est dans une situation d'exploitation, c'est pas une affaire de choix ou une affaire de responsabilité. J'imagine que pour 95% des gens qui nous écoutent, et encore je suis gentille, hein, parce que c'est probablement 99,9%, ben vous êtes dans une situation d'exploitation. À minima, vous êtes dans une situation d'être exploité par le capitalisme. Même si vous êtes la petite bourgeoisie parce que vous avez 2-3 salariés ou 2-3 freelances qui travaillent dans votre boîte, évidemment que vous êtes encore à peu près du bon côté de la barrière parce que quand même c'est vous qui exploitez, certes. Mais vous exploitez pas, je n'en doute pas que vous exploitez pas pour des raisons morales. Je me doute bien que vous vous réveillez pas le matin en me disant moi mon objectif du jour hein, c'est d'exploiter le plus de gens possible. Non. Par contre, vous vous réveillez le matin en me disant mon objectif du jour, c'est de tirer le plus de profit possible. Pas parce que vous êtes profondément obsédé par ça, mais parce que les règles du capitalisme, c'est que si tu veux survivre, il va falloir tirer du profit. Et je vous fais pas tout le cours sur le capitalisme parce que c'est très long, mais donc je vous prie de croire à ma conclusion parce que j'ai pas le temps de vous en faire la démonstration. Mais la seule manière de tirer du profit, c'est sur la force de travail. Donc la seule manière de grossir, de croître, comme ils disent dans le milieu entrepreneurial là, growth hacking, c'est ça? Oui, c'est ça. Eh ben ça ne peut être que sur la force de travail. C'est d'ailleurs pas pour rien qu'ils vous disent il faut déléguer, il faut recruter, il faut monter une équipe. Oui, puisque tu ne peux pas exploiter autre chose que de la force de travail. Enfin, tu peux exploiter autre chose si tu veux, mais ce que je veux dire, c'est que par contre, tu ne peux tirer du profit de la plus-value que sur les travailleurs et les travailleuses. Donc en fait, tu n'as pas 46 options, quoi. Tu vas monter une équipe. Et donc c'est ça que je veux dire par, c'est pas une question morale. Je me doute bien que la majorité d'entre eux ne se lèvent pas le matin. C'est comme les hommes. La majorité d'entre eux sont pas des masculinistes. C'est-à-dire, ils se lèvent pas le matin en disant, moi, c'est un projet politique et je vais militer tous les jours, faire des vidéos YouTube. Enfin, je veux dire, écrire des bouquins. Ils ont pas généralement les moyens. Donc, on va rester sur la vidéo YouTube. Et des réels et des TikTok et je sais pas quoi pour expliquer à quel point les femmes sont des merdes. La majorité des hommes font pas ça. Mais les hommes sont quand même misogynes. Tu vois? Bah, là, du coup, c'est la même chose, en fait. C'est que je sais bien que la majorité du patronat, puis moi, je viens d'une famille du patronat, c'est pas le problème. C'est ne se lève pas le matin en disant je veux réduire les gens en esclavage. Il y en a, hein, mais c'est pas ça la majorité qui exerce. Et puis en plus le patronat, il faudrait parce que le grand patronat, c'est pas les artisans commerçants de votre voilà, qui sont le patronat aussi. Mais eux, c'est encore un rapport différent parce que souvent ils travaillent. Ce qui est un rapport très différent du grand actionnaire qui, lui, vraiment est un rentier. Hein. Enfin, lui, vraiment, excusez-moi le vocabulaire, c'est un parasite. Hein. Genre, littéralement, lui, il vit sur votre travail et par une raison fabuleuse, il ponctionne,
comme ça, de la plus-value et du profit sur votre travail. Et lui, avec ça, il vit. Et après, il viendra sur les plateaux télé pour vous expliquer qu'il faut travailler plus longtemps dans la journée, dans la semaine et dans la vie. Parce que la dette, hein. Bah oui, Faut bosser les prolos, hein. justement, ça pourrait ressembler à quoi un business qui n'exploite ni son entrepreneur, ni les freelances avec qui il travaille? Oui, Joker. La tête. Ça n'existe pas, Justine. Qu'est-ce que Un tu as embêté business, ta question? un business qui n'exploite pas les autres, ça encore c'est facile. C'est un travailleur indépendant, vraiment tout seul. Entrepreneur solo, on dit, dans notre milieu. Bon, encore, c'est pas très, très vrai parce qu'en fait, si tu voudrais quand même être un peu exhaustif, la vérité, c'est que t'es quand même un entrepreneur solo, comme on dit. Je sais pas toi, mais moi, je travaille sur un ordinateur qui est, à mon avis, le fruit de l'exploitation. Évidemment, c'est une blague, hein. Quand je dis à mon avis, c'est pas à mon avis. Il est évident que tout ce qui est sur mon bureau, de toute façon, est le fruit de l'exploitation. Donc, en plus, c'est même pas très, très vrai de dire que tu peux pas exploiter parce qu'en fait, encore une fois, ce système, il est totalisant. Donc, en fait, tu vois, c'est vraiment l'attaque du droitard, tu sais, qui dit t'es de gauche et t'as un iPhone. Mais en fait, réfléchis, bourricot, tu pourrais faire ça pour tout, parce qu'en fait, je suis de gauche, mais j'ai des chaussures. Et mes chaussures, c'est pas moi qui les ai faites à la main avec mon cuir que j'ai tanné, hein. Donc, de toute façon, tout ce que je possède est évidemment le fruit de l'exploitation. Et clairement, que je combats, que je refuse, et dont je profite et je bénéficie en partie du fait d'être une femme blanche, et puis surtout d'être française, c'est-à-dire dans un des pays les plus impérialistes du monde, et d'être dans une très très grande puissance mondiale. Donc encore une fois, le choix, la responsabilité, machin. Bon, vous avez compris l'idée. Disons en exploitation directe. Si je suis entrepreneur solo, effectivement, j'exploite pas les autres dans un rapport direct. Après, pour ne pas être soi-même dans une situation d'être soi-même exploité, auto-exploitation, j'aime moyen, on va l'utiliser parce qu'on comprend ce qu'on veut dire et c'est pas totalement faux. Ça m'embête un petit peu parce que je veux pas qu'en l'utilisant, on masque le fait que tu es quand même exploité par les monopoles en amont ou en aval. J'ai donné l'exemple de Meta tout à l'heure, hein. Je sais pas, moi, tu vois, j'avais un papa dans l'automobile, par exemple, et qui était déjà le petit patronat, hein, donc qui était pas du tout un travailleur indépendant, mais pour autant, tu vois, il était quand même pris par un monopole parce que, je sais pas, ta Bosch, par exemple, en fait, tu fais pas sans eux. Donc en fait, tu es quand même pris dans une situation de monopole. Mais alors après, pour ne pas soi-même vivre une situation d'exploitation, si vous voulez pas être salarié ou si vous ne pouvez pas être salarié, vous n'avez qu'une seule solution, c'est d'être propriétaire des moyens de production. C'est la seule solution. Alors quand vous êtes indépendant, vous êtes un peu comme je l'ai dit tout à l'heure, dans une position hybride. Si vous êtes vraiment un indépendant qui travaille à la tâche, je le dis avec provocation, c'est du tâcheronnage, quoi. Alors là, je l'ai dit tout à l'heure, hein, vous êtes le fin fond de la situation prolétaire dans tous les sens du terme. Vous êtes ce que le capital préfère, c'est-à-dire une situation, il faut le rappeler, historiquement pré-capitaliste. C'est-à-dire que vraiment, vouloir que les gens soient dans une situation d'auto-entrepreneur tâcheron, ultra réactionnaire. Mais réactionnaire à en faire pâlir Éric Zemmour, hein. C'est que Éric Zemmour, à côté, c'est un progressiste, les gars, hein. Parce que vraiment, là, c'est la réaction à une situation pré-capitaliste, quoi. Et puis, pour les indépendants, comme on l'a dit tout à l'heure, qui sont déjà dans une situation de petite bourgeoisie, qui est pas une classe marxiste, hein, mais on va pas chipoter, on se comprend. La petite bourgeoisie, c'est ça, hein, de toute façon, c'est des artisans, des commerçants, des patrons de TPE, peut-être de petites PME, mais bon, la PME, ça dépend un peu des profils, mais enfin bon, on va pas chipoter, vous voyez cette ambiance-là. Alors ça, c'est une classe très particulière, parce que la petite bourgeoisie, elle est par essence une classe réactionnaire, par définition, puisque c'est une classe qui est pris un peu en casse-noisette, tu vois. C'est-à-dire qui voit les prolos dessous et qui, du coup, a tout intérêt à faire les pique-me du grand patronat, tu vois. Parce que sinon, tu retournes là-bas. Sauf qu'elle ne deviendra jamais la grande bourgeoisie. Parce que ça n'existe pas. Là aussi, avant qu'il y en ait un dans les commentaires qui dit « Mais si, il y a des transfuges de classe ». Oui, il y a des transfuges de classe, il y a 4 exceptions statistiques tous les 10 ans, d'accord. Mais dans la globalité, ça va pas se passer. Cette petite bourgeoisie, elle est écrasée par la grande bourgeoisie. Parce que quand t'es un petit artisan du coin, t'es pas un bourgeois industriel, ça n'a rien à voir. T'as pas ce pouvoir-là. Donc en fait, faut vraiment, celles et ceux qui connaissent le sein graphique de la du team, vous allez reconnaître. Est-ce que je vis entièrement de mon travail ou entièrement de mon capital? Et au milieu, il y a plus ou moins. Peut-être vous êtes des indépendants, vous vivez de votre travail, mais vous touchez un loyer d'un héritage. Vous avez un appartement d'héritage, vous touchez un loyer. Donc ça vous décale un petit peu parce que vous touchez quand même un peu de vos revenus par le capital. Donc plus ou moins sur cet axe, d'accord? Donc
tout au bout là-bas, vous avez chauffeur Uber ou, je sais pas moi, le ouvrier agricole. Il vit que de son travail, d'accord. Et tout au bout du capital, vous avez Bernard Arnault. Lui, il vit de son capital. OK, travaille pas. Et après, vous avez un axe vertical, dominé tout en bas, dominant tout en haut. D'accord. Ça, c'est le pouvoir que j'ai sur la production. Donc, tout en bas, j'ai encore l'ouvrier agricole. Il tout seul, atomisé, un travailleur indépendant souvent, hein, atomisé, aucun pouvoir sur la production. Tout en haut, vous avez les plus grands cadres de la fonction publique, par exemple, hein, qui ont un pouvoir très très fort sur la production. Et donc, bah, en haut à droite, vous avez Bernard Arnault. Il vit que de son capital et il est ultra dominant. Et en bas à gauche, vous avez l'ouvrier agricole qui est ultra dominé et qui vit que de son travail. Bon. Et vous êtes répartis quelque part par là. Nous, on est beaucoup à être peu dominants parce que souvent on gagne de la domination, ça dépend des gens, hein, bien sûr, mais par, peut-être le capital social, par le capital culturel, par le niveau d'instruction, par les diplômes, par et cetera. Mais on n'a pas un grand pouvoir sur la production. Parce que quand tu es un travailleur indépendant, tu as pas de pouvoir sur la production, ça sert à rien. Si tu commences à avoir une TPE, une PME, tu commences à avoir du pouvoir sur la production parce que là, quand même, tu as du pouvoir très concret sur la production de ton entreprise, quoi, hein. Bon, et la répartition capital-travail, je l'ai déjà évoqué chez les indépendants, donc je vais pas revenir dessus. Et évidemment, après, on est mobile là-dedans. Par exemple, moi, mon papa, qui est un exemple classique, plutôt de quelqu'un en haut à droite, plutôt dominant, qui vit du capital, et puis un jour, il devient retraité. Bah, situation de déclassement, parce que là, il perd le pouvoir sur la production. Alors, il tombe pas tout en bas, parce que c'est quelqu'un d'instruit, mais comparé à avant, ah, et donc ça, par exemple, vous savez que c'est des classes réactionnaires. Tous les individus à l'intérieur ne sont pas réactionnaires. Je ne veux pas qu'il l'est pas. Et la classe, elle est réactionnaire au sens littéral, c'est-à-dire qu'elle va chercher à revenir à la situation d'avant. Dans la situation d'avant, ils étaient vachement mieux. Donc ça, c'est des phénomènes de déclassement. Et là, la petite bourgeoisie, on les retrouve souvent là-dedans. C'est-à-dire beaucoup de promesses méritocratiques. Si tu travailles dur, tu vas y arriver. Et puis, des fois, ils font des croissances. Tu vois, un truc qu'on voit avec les startups aussi, des fois. Fulgurante, levée de fonds, on recrute 2 personnes, 10, 15, 20, machin. Et puis, il y a une crise ou X ou Y quelque chose. Boum, ils perdent tout, déclassement. Et alors là, généralement, ils deviennent réactionnaires total, tu vois. Ah bah ouais, c'est la faute à l'État, c'est la faute au système, blablabla, il faut tout bazarder, il faut supprimer la sécurité sociale, je sais pas quoi, l'éducation, machin, sans se rendre compte ou sans vouloir se rendre compte par fausse conscience que c'est précisément grâce à ce système qu'ils ont pu faire ça, hein. Et ce que j'aimerais ajouter aussi, et pour le coup, ça fait appel au camarade Thomas Burbidge, c'est qu'effectivement, si on reste solopreneur, c'est qu'il y a quand même un endroit où on va quand même venir exploiter quelque chose slash nos ressources. Et donc les personnes qui, il y a quand même cette mode du solo business, hein, soyons bien d'accord, mais solo business grâce à l'intelligence artificielle, grâce aux ressources que l'on peut prendre autour de nous, plus vraiment parfois aux humains parce que l'humain coûte trop cher par rapport aux machines. Et donc voilà, il y a d'autres ressources qui sont exploitées bien au-delà que l'humain, comme on en a parlé aujourd'hui. Et je mettrai l'épisode avec Thomas en description, et évidemment votre chaîne YouTube en commun, puisque là aussi faut sortir le popcorn. C'est du pain béni pour les soirées. C'est à ne pas louper. Et j'avais une dernière question juste avant de se quitter. Pour toutes ces indépendantes qui justement sont enceintes actuellement et qui nous écoutent, et qui sont en train de préparer leur congé mat. Là, c'est l'enfer, et je sais de quoi je parle puisque je suis en train de préparer mon futur congé mat. Je suis en mode, je travaille aujourd'hui pour avoir le luxe de pouvoir choisir à mon retour. C'est-à-dire que je vois des personnes aujourd'hui en retour de congé mat qui acceptent des missions salement payées juste pour avoir ce truc de j'ai un minimum de chiffre d'affaires, donc je suis un minimum à nouveau indépendante et autonome et donc libre, et éviter cette précarité qui est déjà suffisamment élevé, et moi vraiment ça m'effraie. Je suis vraiment en mode genre OK, là moi en ce moment je travaille pour avoir le choix à mon retour de congé mat de accepter ou non cette mission, et de pas être en mode survie, et de pouvoir dire non à certains contrats, de pouvoir choisir mes clients actuellement. Et ça c'est assez fou parce que du coup il y a une autre charge, il y a celle de son business actuellement, le préparer à son absence, tout ce qu'il y a aussi à préparer pour son accouchement, le postpartum, donc le 4e trimestre, la maternité, les bouleversements personnels dans son couple également, et en plus, à un moment donné, penser aussi au retour dans son business, sachant on ne sait pas encore la personne que l'on va être, on ne sait pas quelles vont être nos envies, et on doit faire comme si on devait déjà savoir aujourd'hui et préparer tout ça comme si tout va bien se passer dans le meilleur des mondes, parce que soyons fous, l'utopie pourrait peut-être exister quelque part. Et c'est vrai du coup que moi, je me retrouve bien dans ce qu'on a dit aujourd'hui, et effectivement, mon travail actuellement, c'est de trouver du profit quelque part pour pouvoir me laisser ce choix à l'avenir, puisque si je ne travaille pas là-dessus aujourd'hui,
mon seul choix sera un non-choix. C'est-à-dire que je devrais accepter sans doute des choses par, contrainte, survie, obligation, pour pouvoir faire un minimum de chiffre d'affaires et de pouvoir à nouveau essayer d'être présente, au sein de mon foyer et de faire comme si je pouvais assumer toutes les charges comme j'ai pu le faire, jusqu'à présent, tu vois? Vis-à-vis de ce discours-là, et je pense que ça te parle également, de par toutes les entrepreneuses aussi que tu as accompagnées et de toutes les ressources que tu as. Qu'est-ce qui pourrait être, dit pour ces personnes aujourd'hui qui pourraient se trouver dans ce que je viens de partager? Je crois que pour les personnes qui écoutent et qui sont, soit enceintes, soit jeunes mamans, soit jeunes papas aussi, même avec, a priori, un peu plus de privilèges que vos conjointes, mais quand même, hein, mais quand même. Mais notamment effectivement pour les jeunes mamans ou futures mamans, bah, vous êtes là dans tout ce que je viens de vous expliquer. Donc, si, heu vous étiez pas encore, féministe et anticapitaliste, Bonjour! je crois que la situation, devrait vous mettre dans les conditions matérielles favorables à le devenir, puisque, bah, c'est vraiment un exemple typique de situation, c'est peut-être pas un exemple, c'est l'exemple, la situation typique où en fait vous n'avez pas le choix. Ce que je veux dire par là, c'est que vous avez sûrement, enfin je vous le souhaite, certes un choix, et là-dedans, vous allez, faire avec, les cartes que vous avez, et la situation va être complètement dépolitisée, individualisée, et après on viendra vous dire: «Eh oui, mais c'est toi qui as choisi de le faire Bah, bien garder. sûr. Eh beh, oui, mais c'est toi qui as choisi de reprendre le boulot. Eh beh, oui, mais en même temps, si tu avais pas repris le boulot, peut-être que ton couple, il aurait pas clashé», ou je sais pas quel autre truc. Bref, ça sera votre faute, hein. Et là, vous voyez vraiment le truc à la fois du capitalisme, je vais revenir, après dans des implications concrètes sur le congé mat machin, et le patriarcat qui, parce que ça va quand même pas être la faute de monsieur. Faudrait pas déconner non plus. Donc il est évident que ça sera tout pour votre tronche, hein, ça c'est clair et net, hein. Et de toute façon, si vous êtes enceinte ou si vous l'avez été il y a pas longtemps, bah, vous le savez très bien, puisqu'avec la grossesse, ça démarre seconde une, hein. C'est à vous qu'on dit, par exemple, je parle pas encore des restrictions alimentaires, c'est encore un autre sujet, mais par exemple, le truc, tu sais, c'est une façon de parler, «Fais attention à tes émotions, machin, tu vas stresser bébé». Puis tu comprends, ton bébé va être pas bien, machin. Bref, la culpabilité qu'on va encore faire porter aux mères, que malgré tout le stress qu'elles ont à gérer, il faut aussi qu'elles ne stressent pas, parce que sinon, tu comprends, ça va avoir des implications sur bébé. D'accord, mais le père, par exemple, lui, quand il est stressé, ça pose pas de problème, lui. Lui, par contre, s'il rentre du boulot et qu'il est d'une humeur de chien, il y a pas de problème. Personne ne vient de lui dire: «Par contre, frérot, faut que tu te gères un peu parce que tes émotions pour bébé, c'est pas bon». Voilà, un exemple parmi des centaines d'autres, hein, sur la question de la culpabilisation des femmes et jamais des mecs. Et alors, pour celles qui nous écoutent, qui sont dans des situations d'infertilité, alors là, c'est le summum du summum de eux, ils n'existent plus, hein. Ah, eux, ils peuvent pas être responsables. L'infertilité est forcément Que d'un celle côté. de madame, hein, c'est évident, puisque on le sait, hein, biologiquement, les hommes ne peuvent pas être stériles, hein. Ça, c'est une certitude biologique, hein, donc ça peut être que sa faute à elle. Bref, donc et évidemment, donc le patriarcat, j'en ai donné quelques exemples là, et puis évidemment, il va se mettre à plein d'autres endroits sur cette question-là. Et évidemment, c'est croisé avec la question capitaliste, sur la question du congé mat et compagnie, mais sur plein d'autres questions. Par exemple, vous n'aurez pas les modalités de garde que vous voulez. Peut-être que pour certaines d'entre vous, vous aurez ce que vous voulez. Et pour la majorité d'entre vous, bah, vous ferez avec ce que vous avez. C'est-à-dire la crèche, si il y a des places, quand il y a des places, l'assistante maternelle s'il y en a, si vous avez les moyens, si elle est digne de confiance, si vous n'avez pas vécu dans votre vie des choses qui vous font dire: «Ouh là là, moi je laisse pas mon enfant à une personne, j'ai pas confiance», ou à l'inverse, peut-être la crèche, peut-être vous avez vécu des trucs où vous dites: «Ouh là là, le collectif, j'ai pas confiance», et puis on entend suffisamment d'histoires que de personnes seules comme en collectif où tu te dis: Effroyable. faire garder le gamin, moyen, moyen». Bon, ah bah oui, mais tu fais garder aux grands-parents. Oui, faut-il les avoir à côté? Faut-il Faut-il qu'ils soient avoir confiance? disponibles? Faut-il avoir confiance en eux? Faut-il avoir de bonnes relations avec eux? Faut-il qu'ils aient l'état de santé pour le faire? Faut-il qu'ils soient retraités aussi? Parce que maintenant, on travaille de plus en plus tard, donc ils sont pas toujours à la retraite. Faut-il vivre à côté de chez eux? Bla 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 bla. Bon. Ah, mais oui, mais faut répartir avec le coparent. Oui. Faut-il avoir les moyens financiers de pouvoir diviser ça? Faut-il avoir un employeur de l'autre côté, parce qu'il y a un rapport de force qui donne son accord, puisque ça dépend en partie, de lui? Alors, vous allez me dire, le congé paternité, il a pas le choix. Oui, oui, non, mais d'accord, mais enfin, le congé paternité, hein, bon, une fois qu'on aura passé les 21 jours, c'est pas très lourd, c'est pas très épais. Donc après, c'est à la possibilité qu'aura votre conjoint de négocier avec son employeur, et donc du rapport de force qu'il a avec lui.
peut-être être en télétravail, peut-être de décaler les horaires du boulot. Et là, il y a aussi plein de métiers où c'est juste pas possible. C'est même pas une question de rapport de force, hein. Moi, je pense à mon ex-conjoint qui est chauffeur routier. Quand tu es chauffeur routier, tu fais pas de télétravail, hein, ça c'est clair. Et tu dis pas au patron, je suis pas là le matin. Hein, ça n'existe pas. Les livraisons, elles partent le matin. Et très très tôt le matin. Donc il y a pas de c'est moi qui amène le petit à l'école, à la crèche. Ça n'existe pas non plus. Ni le récupérer parce qu'ils finissent très tard. C'est un autre problème. Alors ça, c'était l'exemple sur les gardes, mais encore une fois, des exemples, je peux en donner plein. C'est la question, par exemple, encore une fois, tu vois, de faire porter au maire. L'autre jour, il y avait ça, de oh là là, mon Dieu, tu lui as mis des couches, je sais plus quoi, c'est la catastrophe, tu sais que dans ces couches, machin, le chlore, les pesticides, blabla, faut mettre des couches lavables. Oui, bah bien sûr, c'est vrai que toutes les mères ont le temps de faire ça. T'as raison. Et puis même, au bien même, tu fais tes couches lavables, avec quel savon, avec quelle lessive, avec quelle eau du robinet. Tout est contaminé partout. Donc, pourquoi je raconte ça? C'est pour dire, les réponses, elles peuvent que être politiques. Quand les réponses, elles sont individuelles, bah, celles qui ont un peu plus de privilèges, eh ben, elles vont un peu plus tirer leur épingle du jeu. Celles qui ont énormément de privilèges, elles vont payer des gens, probablement d'autres Des femmes, femmes. souvent des femmes précaires et ou souvent des femmes racialisées, pour faire le travail que la société ne fait pas et que les hommes non plus. Voilà, celles qui ont plus ou moins de privilèges, bah, elles vont plus ou moins tirer leur épingle du jeu, et celles qui ont pas de privilèges, bah, elles vont pas tirer leur épingle du jeu. C'est-à-dire, elles vont, rester à la maison et elles vont faire la variable d'ajustement, et des fois, elles vont tout faire en même temps. Comme j'ai une amie avec les salariés, c'est-à-dire qu'elle fait ses gardes de nuit et la journée, elle garde son petit. Et tu te dis, c'est vachement rassurant d'avoir des professionnels de santé qui travaillent de nuit en ayant des journées à garder leur enfant et qui, du coup, ne Ouais. dorment pas. Je sais pas par quel miracle elle est vivante, mais bah, bon, c'est encore un autre problème. Bon, une fois que j'ai dépeint ce truc-là, ça nous permet de comprendre que, évidemment, la réponse, elle peut que être politique au sens, P majuscule, et donc elle ne peut être que et P minuscule, hein, du coup, de fait, mais et donc elle ne peut que être une réponse collective, surtout pour la toutes les questions qui touchent les femmes. C'est-à-dire, les seules réponses, elles ne peuvent que être collective, et les rapports de force, de toute façon, vont nécessiter de la collectivité, puisqu'avoir un rapport de force suffisant sur les sujets dominants, eh bien, ça implique le rassemblement collectif. Je dis tout ça. Après, à l'échelle individuelle, les trucs et astuces, tu peux dire ça comme ça, qu'on peut essayer. Bon, après, vous avez Solène Pigné, qui est un peu notre référente dans le secteur, avec Grossesse d'entrepreneuse, sur la préparation justement des congés mater quand on est indépendante et compagnie. Alors, bah, Solène, elle vous expliquera mieux que moi les choses que vous pouvez mettre en place. Moi, je vais faire la partie politique de l'affaire. Premier point, ça devrait pas être à vous de le faire. Il devrait y avoir des solutions collectives et politiques. Voilà, ça c'est dit. Le deuxième point, c'est après, faites le point de vos avantages, je sais pas ça comme ça, des privilèges, des avantages, avec quoi vous pouvez jouer dans cette affaire-là, si je peux dire ça comme ça, hein. C'est-à-dire, est-ce qu'effectivement on peut compter sur un coparent ou pas? Et puis compter sur un coparent, ça veut rien dire. Est-ce qu'on peut compter sur sa présence? Est-ce qu'on peut compter sur son revenu? Est-ce qu'on peut compter sur son soutien psychologique, émotionnel? Tout ça. Est-ce qu'on a les grands-parents? Est-ce qu'on peut compter sur... Est-ce qu'on a des gardes? Est-ce que truc, machin? Est-ce qu'on a de la trésorerie? Est-ce qu'on a l'accessibilité aux aides? Alors les aides, ça va pas suffire, mais bon, si vous pouvez y être éligible à quelques-unes, bah, ça met toujours un petit peu de beurre dans les épinards. Est-ce qu'on est propriétaire? Est-ce qu'on est locataire? Après, il y a toutes les variables qu'on maîtrise pas. Est-ce que l'accouchement va se passer ou pas? Est-ce que cet enfant sera prématuré ou pas? Est-ce qu'il sera malade ou pas? Bien sûr. Donc effectivement, il y a plein de choses qu'on maîtrise pas, et effectivement, les indépendantes, dans cette situation, bon, elles ont un avantage d'être effectivement un peu plus flexibles par le fait qu'elles peuvent reprendre plus tôt si elles le souhaitent, elles peuvent reprendre plus tard si elles le souhaitent, et avec des énormes inconvénients. Et bien sûr que ton absence, quoi qu'il en soit, même si bien sûr vous aurez un congé maternité, ça il faut quand même le dire, parce que des fois ils traînent encore ce truc de les indépendantes, elles ont pas de congé mat, machin. Donc maintenant vous avez un congé maternité qui est calqué sur celui des salariés. Bon, à la différence quand même que bah, pendant 2 mois, ou plus si vous prenez plus, eh bien, quoi qu'il en soit, vous n'êtes pas là. Donc même si vous avez préparé vos épisodes de podcast, vos newsletters, je sais pas quoi, bah, vous êtes pas là. En tout cas, vous travaillez pas, parce que sinon vous allez avoir un bisbise avec l'Urssaf, hein, à un moment donné. Enfin, vous travaillez pas au sens où vous ne facturez pas, vous ne dispensez pas vos services ou que sais-je, quoi. Bon, il y a des choses qui sont un peu plus flexibles en termes de garde, parce que peut-être qu'on peut s'arranger sur les horaires, ça dépend des indépendantes, hein. Il y en a qui ont pas des horaires flexibles, hein, mais bon, je donne un peu plein de configurations, plein de cas différents. Mais effectivement, voilà, vous avez l'inconvénient aussi que bah, si la clientèle elle fout le camp, bah, vous avez le congé mat, d'accord, mais une fois que le congé mat il est fini, il faut relancer la machine. Situation que ne vivent pas vos collègues salariés, quoique, faut pas non plus dire qu'elles, elles ont pas d'enjeu, parce qu'elles sont aussi parfois mises au placard, elles sont aussi sous-promues, elles sont aussi des fois carrément remplacées, pendant que souvent,
c'est ça qui crée le plus d'inégalités dans la maternité, d'un point de vue économique, c'est que pendant que les femmes sont sous-professionnalisées, parce qu'elles nous emmerdent avec leur congé mat, et puis il va falloir les remplacer, puis elles nous font chier, puis on va pas les embaucher jusqu'à là, machin, machin. Leurs conjoints maris, eux, sont surprofessionnalisés. Parce que souvent, la réaction de l'employeur, c'est plutôt: «Il vient d'être papa, on va lui filer une promotion, il faut qu'on lui file un petit coup de main». Donc nécessairement, ça Bien creuse sûr. l'écart et comme on l'a dit tout à l'heure, ils sont souvent mieux payés. Pour peu qu'ils prennent une promotion, eh bien, du coup, on va garder son salaire à lui et du coup, ça voilà, ça creuse le truc. Bon, maintenant qu'on a dit tout ça, la situation idéale, c'est d'avoir beaucoup d'argent. Ça, c'est la situation idéale. Elle n'est pas idéale politiquement, mais à l'échelle individuelle, elle vous arrange la vie. Bon, si vous n'êtes pas dans cette situation, eh ben, ce que je disais, il va falloir essayer de voir un peu avec les avantages, inconvénients. C'est-à-dire, est-ce que je peux me mettre un petit peu, me rapatrier un petit temps. Encore une fois, est-il disponible? A-t-il de l'argent? Est-il fiable? Est-il ou est-elle, hein, peu importe, hein, c'est le je veux dire le copain. Hem, voilà, dans quel état est le couple aussi? Est-ce que je me sens en sécurité en me mettant dans cette situation? Ça aussi, c'est un privilège. C'est-à-dire que si on peut être dans une situation où pendant quelques mois, quelques années, selon vos besoins et vos nécessités, vous êtes en sécurité en vous mettant en «dépendance» entre guillemets, dans ce couple, ou à l'inverse, est-ce que vous ne l'êtes pas du tout? Et ça aussi, ça dépend de conditions matérielles. Est-ce que vous êtes mariés ou pas? Est-ce que vous êtes pacsés ou pas? Dans quel régime matrimonial vous êtes mariés? Est-ce que vous êtes propriétaires ou pas? Est-ce que vous êtes propriétaires ensemble ou pas? Enfin voilà, il y a plein de choses. C'est que on avait parlé toutes les 2, mon contrat de mariage, je l'ai beaucoup travaillé dans ce sens-là pour ne pas me retrouver le moins possible dans une situation à devoir faire des choix justement individuels, mais nous mettre dans des conditions matérielles où en fait ni lui ni moi nous n'avons le choix. Voilà. Soit on se met tous les 2 dans la finalité commune, soit on commence à se tirer dans les pattes et si on se tire dans les pattes, on perd. Tu vois? D'essayer de dans la mesure du possible, moi quand je travaille sur le couple, c'est beaucoup ça. Je dis: «Il faut vous mettre dans la situation, soit vous gagnez ensemble, soit vous perdez ensemble» et c'est pas un contrat moral. Moi, je suis marxiste, les conditions matérielles, c'est ma came. Donc il faut des conditions matérielles. Ça peut être le mariage, bien sûr, parce qu'il peut y avoir un contrat de mariage ou pas d'ailleurs, mais ça peut être d'autres moyens. Ça peut être peut-être être propriétaire, peut-être qu'on a une entreprise ensemble, peut-être enfin, il peut y avoir d'autres choses, peu importe, mais en tout cas, se mettre dans une situation où on compte pas sur le bon vouloir de l'autre. Surtout dans une situation où vous êtes très vulnérable, économiquement, politiquement, et puis bien sûr, hormonalement, physiquement, psychologiquement. Donc dans la mesure du possible, essayez dans ce congé maternité, parce que souvent on est un peu focus sur, je rentre combien de sous avant, je rentre combien de sous après, c'est indispensable. Mais essayez aussi, de voir, comment dirais-je? Heu, comment vous pouvez faire pour ne pas être dans des situations de trop grande vulnérabilité. On pense aux conjoints, bien sûr, pensez à vos clients, notamment si vous avez peu de clients, mais des gros clients ou pire, le client unique. Bon ça, faut pas le faire, c'est facile à dire, mais vraiment, ça, il faut faire attention parce que c'est vraiment très périlleux pour vous, hein. Oui, oui, oui. Ou encore une fois, aux derniers grands-parents, parce que vous êtes absolument dépendante de lui ou d'elle et que ostensiblement c'est pas quelqu'un de digne de confiance ou quoi que ce soit, va essayer, et puis après, c'est le collectif, hein, de toute façon qui peut sortir de ce genre de situation et puis après je crois qu'on peut que, envoyer de la force aux femmes qui sont dans des situations compliquées et qui vont faire ce qu'elles peuvent et et puis peut-être justement si vous êtes pas vous actuellement enceinte ou jeune maman ou dans ce projet-là, peut-être de penser à vos copines, qui y sont ou qui y seront bientôt ou qui étaient il y a pas longtemps. Parce que là, pour le coup, il y a aussi ce relais-là auquel on pense peu dans les congés maternité. On pense souvent le conjoint, les grands-parents, les gardes, machin. Mais, les amis aussi, à ce moment-là, ils peuvent, venir filer un coup de main, faire un peu de ménage, faire de la bouffe au congélateur, C'est ça. je sais pas moi, vous rendre service X ou Y ou peut-être, vous êtes pas forcément amis, mais vous êtes collègues, bah, filer un petit coup de main à la collègue qui reprend, quoi. Vous lui repartagez ses posts, vous lui faites un peu de pub, vous en parlez dans votre newsletter. Ça va pas lui faire son chiffre d'affaires de l'année, hein, on est d'accord, hein. Mais c'est aussi du soutien, quoi, Bien sûr. psychologiquement, de pas se sentir seul, voilà. En plus, la maternité, c'est quand même une expérience solitaire quand même, hein. Des fois, c'est solitaire au sens, physique, hein, et même quand ça l'est pas, bah, voilà, ça reste que c'est vous quand même qui êtes chamboulés, c'est à l'intérieur de vous que ça se passe, et vous serez de toute façon et à mon grand désarroi, ça sera vous la variable d'ajustement. C'est vous que la Complètement. crèche va appeler, c'est vous que l'école va appeler, c'est vous que le médecin va appeler, c'est vous la variable d'ajustement. Donc il y a un vécu solitaire quand même.
Et même si vous avez le mec le plus formidable du monde, lui, c'est pas chez lui que ça se passe, quoi. Voilà, pensez-y que des fois, peut-être que repartager le post, le podcast, je sais pas quoi, ou inviter sur le podcast la copine, machin, bidule, ça va peut-être pas lui faire le chiffre d'affaires de l'année, mais ça lui fait un peu de visibilité, ça lui remonte un peu le moral, elle se dit: «OK, c'est bon, ça reprend un petit peu», elle se sent peut-être moins seule aussi là-dedans, quoi. Complètement. Merci beaucoup Laurent, on devait faire 30 minutes. Nous sommes à 1h57, tout va bien dans le meilleur des mondes. On avait prévu large, nickel. C'est mon rythme de croisière. Où est-ce qu'on te retrouve sur les internets? Bien dans ta boîte, donc le site biendanstaboîte.fr, le podcast Bien dans ta boîte, le compte Instagram Bien dans ta boîte, c'est facile. En fait, on a les mêmes règles. Moi, c'est Réveille ton bise de partout. C'est bien dans ta boîte, trop bien. Évidemment, il y a ton livre qui est toujours disponible. Il est sorti quand? 2024? Février 2024, tout à Ouais, fait. c'est ça. Transforme ta vie d'entrepreneur, bien-être, gestion du temps, sens et valeurs. Évidemment que tout ce qu'on a vu aujourd'hui, si ça vous donne l'élan d'enclencher quelque chose, vous pouvez commencer par ce livre. Et ensuite, il y a les ateliers satellites, il y a les formations niveau 0, 1 et 2. Oui, il n'y a pas de 3, n'importe quoi. Moi, j'invente n'importe quoi. Il y a une 3, mais l'année prochaine. OK, très bien, ça y est, spoil. Tu as mis, en place énormément de choses, en tout cas tout un écosystème pour, les entrepreneurs et entrepreneuses, qui souhaitent travailler bien sûr dans leur business, mais évidemment dans leur vie, humain, personnelle, tout ça. Encore une fois avec, l'angle que tu as abordé aujourd'hui, ton épistémologie et d'où tu pars et d'où tu parles. Merci beaucoup en tout cas pour, cet échange. Ça va être un épisode du coup qui va sortir en 2 parties parce que sinon c'est 2 heures. Moi, j'adore, hein, encore une fois, j'adore écouter te raconter, la vie. Mais les auditeurs, auditrices, du coup, auront 2 épisodes, et c'est pas grave, ils patienteront un petit peu, ce sera encore mieux. Ce que je voulais aussi ajouter aujourd'hui, c'est qu'effectivement, ce qu'on a abordé, c'est pas un sujet confortable et en même temps, on n'était pas là pour caresser qui que ce soit dans le sens du poil, mais plutôt de pouvoir éclairer un petit peu le chemin, un petit peu la route. Gardez en tête que ce n'est pas un problème, vous, entrepreneuse indépendante à titre individuel, faites partie d'un grand quelque chose que Laura a abordé, en long, en large et en travers. Il y a un prix à payer effectivement, tous les jours un petit peu dans votre activité indépendante et également dans votre vie personnelle. Le but du jeu aujourd'hui, c'était d'avoir ce déclic, d'avoir cette prise de conscience-là et de pouvoir se dire: «D'accord, quels sont les choix qui peuvent s'offrir à moi aujourd'hui?» Et parfois, comme on l'a dit, ce choix peut être un non-choix, mais en tout cas être consciente de ce qu'il se passe actuellement. Je pense que c'est la meilleure des ressources et de reprise de pouvoir également, sur soi-même et la vie en général. Si vous souhaitez continuer de creuser ce sujet-là, il y a le podcast, il y a le site de Laura, il y a son Instagram, il y a sa newsletter qui est absolument incroyable à lire aussi tous les 15 jours. Je fais ta promo H24 tout le temps, peu importe où. En fait, tu vois, m'exploiter pour que je vienne en mode, je raconte, je fais ta promo. Voilà, je suis... Je fais une meilleure exploitation, là, je le fais, je te paye. c'est vrai, de ouf. C'est la petite bourgeoisie, tu vois? De ouf. En plus, moi, je suis là et je parle de toi en long, large, en travers, à qui aurait besoin d'une Laura dans sa vie, sans faire de contrat d'affiliation avec qui que ce soit. Enfin, je m'en fous, en fait. Genre, juste, c'est le soutien et c'est la recommandation parce que quand on a confiance, eh bien, c'est avec le cœur, évidemment. Merci, Laura. Et puis, j'allais dire jamais 203. Ouais, mais bon, tu reviens quand tu veux. De toute façon, je t'en donnerai ta carte de fidélité à la fin. Ça marchera. Mais j'ai quoi au 10e passage? Reconnaissance éternelle. À un moment donné, c'est moi qui fais le montage et qui met en ligne les choses. C'est assez exploitant, non? Ouais, mais après, je pense tu as beaucoup de chance. J'avoue. Allez, drop the mic. À très vite, Laura. À très vite, merci de m'avoir reçue. Bye. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin. Tu es clairement dans le club des vrais. Si ça t'a fait du bien, fait réfléchir ou donner un peu d'élan, partage-le à une entrepreneur autour de toi. Tu peux aussi t'abonner, laisser un avis et des étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. C'est clairement le meilleur moyen de faire vivre Réveille ton bise. On se retrouve très vite dans le prochain épisode. D'ici là, prends soin de toi et de ton bise. Bye bye!